Bon vendredi, c'est vendredi. Vendredi! Moi, je m'en vais après, j'ai fini. Je pars au chômage. Je pars au chômage vendredi. Non, on est mercredi le 11 juin. Mme Villeneuve, bonjour. Salut, Ben. J'ai échappé un peu d'eau. As-tu quelque chose pour l'essuyer? Voudrais-tu un bounty? Oh mon Dieu! Est-ce la publicité? Arrête, tu me casses en deux. Oh. J'espérais que tu le fasses. Tout ce que je déteste dans la vie. Bon. Bon, il fait beau, on est bien. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose. J'ai décidé que j'entretenais plus rien. Ta barbe? Plus rien. Bon, je garde le même vieux toupette. Okay. Le 72. Oui. Puis je vais le toffer jusqu'à vendredi. Ben, t'es efficace, elle passe partout. Oui, puis je me vois au bureau de chômage dire bonjour, voici mon forme. Non, j'ai pas. Tu sais qu'on a des gens qui pensent ça, hein? Oui, ben c'est vrai, ça, je te dis. Mais moi, j'ai pas le droit. On n'a pas le droit au chômage, nous autres, des pigistes. Non. On s'arrange avec nos sacramouilles de problèmes. Exact. C'est le même, ça marche. Le ministre Jean Boulet sera avec... Hey, il est ministre du Travail, je vais lui poser des questions sur le chômage pour les pigistes. Ben, on est comme des mini-comptables à temps partiel quand on est pigiste. Il faut savoir compter. Là. C'est plus Mme Dutrisac, parce que moi, on m'a dit. Sera avec nous vers 12h15. C'est pas juste la grève de la STM. En passant, si vous avez un vélo électrique et vous utilisez les spectaculaires pistes cyclables à Montréal, soyez prudents, parce que ça roule vite en sacramouille. Pour pas que ça rime, mais j'allais dire autre chose. Ça va vite, vraiment vite, là. Fait que soyez prudents pour les vrais cyclistes qui ont des vrais mollets, qui font des vrais efforts pour faire du vrai vélo. Pas comme les vélos électriques, là, de parvenus, de pas bon. Ce que je trouve dangereux des fois, c'est qu'on connaît l'état des routes aussi à Montréal. Mm-hmm. Donc, ça peut arriver qu'un cycliste, justement, essaie de dévier pour éviter un trou. Puis là, ben, t'as le vélo électrique qui arrive vite en arrière. C'est vite arrivé quand même. Oui, soyez prudents. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, avec nous à 11h30. Là, Karine Gagnon va être à 13h. On a tout raccommodé ça pour que ça marche aussi sur l'état de Longueuil. Ce gros projet avec la mairesse de Brassard là, pour revoir comment on va reconfigurer le boulevard Taschereau, qui est très, très laid. C'est comme le boulevard Saint-Martin à Laval. Deux gros boulevards affreux, laid. Plus laid que laid. Si tu veux être laid, t'es comme le boulevard Saint-Martin ou le boulevard Taschereau. C'est très laid. Alors, on va voir ce qu'on veut en faire. Évidemment, on va rétrécir les voies, on va mettre une piste cyclable, on va planter... Mettre des animaux, un mini-pod. Exact. Okay. Oui. Puis des terre-plans en ciment. Oui. Tu sais, là, la mairesse Plante, là, qui est très écolo, elle a fait ça. C'est parfait. OK. Je sais pas, je vais me rendre. Aïe. C'est comme... je suis de cette humeur-là. OK. On va parler de croisière. Puis j'avais vu... J'ai enlevé tes références, Cybèle, je suis désolé, mais j'ai vu il y a longtemps, une couple d'années, un espèce de... pas de numéro, puis c'est pas un reportage, c'est comme... c'était un humoriste qui prenait un thème comme John Oliver fait, là, c'est M. Minage qui fait ça. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Et il faisait le portrait des croisières. Puis je vais vous dire une chose, si vous pensez partir en croisière puis dire, mon Dieu, on prend des vacances écologiques, pas sûr que ce soit très vrai. Alors, on a avec nous Luc Renaud, qui est prof associé au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM. Monsieur Renaud, bonjour. Bonjour. Êtes-vous déjà allé, vous, en croisière? Ben oui, étant donné que c'est mon sujet de recherche, il fallait bien que j'aille sur un bateau à un moment donné pour avoir un petit peu de crédibilité. Oui, tout à fait. C'était quoi? C'était quand? C'était où? C'était quand j'ai fait mon doctorat en géographie à l'Université de Montréal. J'étais au Belize, moi, mon terrain était là-bas, et puis fait que j'ai fait la croisière qui passait là au Belize où est-ce que je faisais mon terrain. Donc je me suis rendu à Miami, puis le tour là avec un gros de 3, 4, 5 000 passagers, je me souviens plus exactement. Eh boy. Puis là, il faut prendre l'avion de Montréal, par exemple, à Miami, ou en tout cas en Floride, puis là, on part de la Floride, puis on part en croisière. C'est souvent ça, l'itinéraire, non? Oui, en gros, la Caraïbe, c'est le plus gros marché là, de ces compagnies-là qui sont basées à Miami. Donc, ils partent. Moi, j'étais parti de Miami. On est allé au Honduras, passé par le Belize, puis après ça, au Mexique et Cozumel, on est rentré. Donc,
une affaire de quasiment 4500 kilomètres. Là. C'est fou, hein? Il y a 3 grandes compagnies de croisière, Carnival, Royal Caribbean puis Norwegian, qui contrôlent 85% du marché. Un marché mondial de la croisière estimé à 25 milliards de dollars en 2023. On parlait de 30 milliards en 2024. Tout ça, d'après vous, ce sont des bons chiffres? Oui, c'est ça. Puis il faut relativiser, hein, parce qu'on parle aussi de 30 millions, 35 millions de passagers. Et puis, quand on compare ça là, au tourisme, là, de façon générale, là, le tourisme de séjour, là, c'est pas gros, hein. On en entend beaucoup parler des croisières, mais en termes de volume, si tu compares, tu sais, on a souvent le chiffre là, de 1,4 milliard de voyageurs internationaux et tout ça, et les retombées économiques du tourisme dans l'ensemble. Donc, le tourisme de croisière, c'est un segment relativement marginal, sauf que pour ceux qui le reçoivent, ben là, c'est très important. Dans la Caraïbe, là, qu'on vient de nommer, là, ben, il y a des destinations que c'est 60-70% de leurs revenus de touristes viennent des croisières. Ouais. Et pourquoi le sujet vous a intéressé, M. Renaud? Bien, moi, c'est le tourisme en général qui m'intéressait. Puis on m'avait toujours dit, quand je voyageais, quand j'étais jeune, backpack, là, on disait le tourisme, c'est bon pour les communautés, puis ça amène du développement. Puis après ça, un peu plus tard dans ma vie, je retournais sur des endroits que j'avais visités dans la vingtaine backpack, puis je me rendais bien compte que finalement, ben, tu sais, ça s'était pas développé comme les gens avaient dit, puis et puis finalement, des fois, c'était pire qu'avant, avec plus de touristes. Donc, je voyais qu'il y avait des problèmes liés à ça. Puis le tourisme de croisière, ben, c'est la même chose. Les retombées économiques puis les impacts, ça suit pas là, le discours là, des grandes compagnies de croisière puis de l'industrie. Ouais. Juste en termes environnementaux, moi je voyais, il y a eu les croisières ont eu des amendes de 100 millions de dollars pour déversements illégaux, des émissions de CO2 3 à 4 fois supérieures à celles des avions, des émissions de dioxyde de soufre qui dépassent toutes les voitures européennes. C'est très polluant. Et les rejets, moi, Stephen Guilbeault, quand j'étais à TQS, c'était venu alors qu'il était à Greenpeace, puis il m'avait dit, c'est une petite ville qui flotte et qui déverse des vidanges dans l'océan sans arrêt. Oui, mais il avait raison à l'époque. Puis c'est vrai que dans les années 90, les années 2000, lorsque il y a eu une explosion du tourisme de croisière, il y avait une déréglementation. Et il n'y avait pas beaucoup de surveillance. Je te dirais que aujourd'hui, en 2025, là, c'est vraiment compliqué pour une compagnie de croisière de s'en aller en mer et de déverser. Je dis pas qu'ils sont propres, mais si on compare aujourd'hui à il y a 25-30 ans, c'est deux mondes complètement différents. Donc, par exemple, pour prendre le Saint-Laurent, là, les bateaux qui arrêtent à Montréal ou à Québec, il y a des opérations de vidange, là, des fosses septiques, là, puis des eaux usées et tout ça. Donc, ça part pas dans le Saint-Laurent. Et puis, au large là, des États-Unis ou dans la Caraïbe, hein, c'est la garde côtière américaine qui est pas mal dans ce secteur-là. Donc, il y a toujours des avions, il y a toujours de la surveillance. Donc, ça devient presque impossible. Et puis, en plus, si on compare à il y a 25 ans, les gens ont toutes des caméras, les gens filment, il y a des réseaux sociaux, tout ça. Donc, je serais bien curieux de moi de voir un gros bateau jeter directement sans traitement là, leurs eaux usées dans la Caraïbe. Le Renaud, ouais, mais il y a les eaux internationales où il n'y a pas de surveillance, là. Oui, ça peut être un cas, mais dans les eaux internationales, c'est difficile de le vérifier. Mais encore là, les passagers sont sur les bateaux et puis ils regardent autour d'eux, ils regardent l'eau, ils sont sous le bord de la rampe. Tu sais, je veux dire, il faudrait qu'ils fassent ça de nuit. Puis je dis pas que c'est impossible, puis je dis pas qu'il n'y a pas eu de cas. Il y a eu des cas de jeter des vidanges, là, des ordures solides, là. Durant la nuit, puis ça avait été filmé par des passagers. Mais en termes de relations publiques, là, je pense qu'ils tendent à éviter ça. Le vrai problème des croisières, c'est plus tant ça, c'est beaucoup les émissions de polluants qui sont extrêmement importants en volume là, par passager là, quand on voyage là, sur ces bateaux-là. Là. Je disais aussi, Luc Renaud, là, sur la sécurité, il y a des données du ministère des Transports américain où on parle d'agression sexuelle, qui est le crime le plus fréquent signalé à bord des croisières, puis surtout Carnival Cruise Lines,
qui affiche le plus haut taux d'agression sexuelle, de violence menant des blessures corporelles rapportées par personne à bord. Ça aussi, là, si ça se passe en eau internationale, les agressions ou les violences ou les crimes contre la personne, on me dit que c'est très compliqué d'avoir des enquêtes sur le sujet. Oui, mais c'est comme pour l'environnement, on demande aux compagnies de s'autoréguler ou de faire de se gérer eux-mêmes par rapport à des sujets comme ça. Puis c'est vrai pour les questions de criminalité. Donc on dit on donne le fardeau là de la preuve aux gens qui sont sur le bateau. Puis ce sont les autorités du bateau qui doivent décider s'il y a eu ou non agression. Donc les autorités des bateaux se substituent aux juridiques de certains pays. Donc, c'est certain qu'eux, ils vont essayer dans la mesure du possible, de camoufler. Puis, pour ce qui est des agressions à caractère sexuel ou physique, c'est déjà difficile de prouver si tu te fais agresser au Québec, aux États-Unis, sur la terre ferme. Je veux dire, on connaît les problématiques reliées à ça. Donc, imaginez en eau internationale. Donc, je suis pas étonné que ça se produise et que ce soit difficile pour les victimes de se défendre. Mais après ça, il faut voir les statistiques aussi. On parle de 30 millions de passagers par année, donc c'est l'équivalent un petit peu moins là, de la population du Canada. Mm-hmm. Donc, regardez le nombre de meurtres sur les bateaux, regardez le nombre d'agressions, puis essayez de voir si, proportionnellement parlant, mais c'est vrai que c'est tout du monde qui font la fête, il y a beaucoup d'alcool, il y a de la promiscuité. Ce sont des milieux qui sont peut-être propices à ça. Et puis souvent, les agressions, ce qu'on voit, là, c'est souvent commis par des employés des bateaux de croisière. Donc, ça peut être des gens de nationalités différentes, des victimes. Et puis là, c'est encore plus difficile là, de poursuivre ces gens-là. Mais si les compagnies de croisière sont pas transparentes sur les données et les chiffres, puis je pense que c'est un des reproches que vous leur faites, c'est que c'est difficile d'avoir de l'information et des données réelles sur la réalité des croisières. Non, tout à fait. Il y a un groupe d'avocats qui est basé à Miami qui se spécialise dans la défense des passagers, mais aussi dans la défense là, du personnel là, qui sont souvent exploités, maltraités. Eux, il y en aurait long à dire sur le sujet. Et ils se retrouvent souvent en justice contre les compagnies de croisière, mais il faut comprendre que ces compagnies-là sont riches. Ils sont capables de se défendre, ils ont des gros avocats, ils font du lobby aussi au niveau du gouvernement américain pour la réglementation, les lois. Donc, ce sont c'est comme des gros intimidateurs, là, c'est des bullies, là, ces grandes compagnies-là. Là. Ils tendent à avoir là, comment je peux dire, le bras long là, en termes de justice ou de réglementation. Sont très difficiles. Puis, tu as parlé de transparence, puis c'est vrai. Pour les chercheurs, c'est pratiquement impossible d'enquêter sur eux. Et puis pour ce qui est des avocats ou des différentes juridictions là, qui visitent, là, mais c'est David Goliath, là, absolument. Là. Il y a aussi, en dernière affaire, Luc Renaud, moi, ma perception de ça, je suis jamais allé sur un bateau de croisière, mais l'orgie de consommation, de bouffe, tu sais, c'est disponible, sauf erreur, en tout temps. Il y a cette espèce de célébration de la surconsommation, moi qui me puis surtout d'être confiné, surtout être en mer, moi ça me dit rien, avec bien du monde sur le party, ça me dit vraiment rien, mais de voir la surconsommation sur place, moi ça me trouble un peu quand même. Bien, tu sais, moi, comme chercheur, j'essaie de pas porter un regard là, moralisateur sur la question. Je veux dire, si les gens veulent aller dans une croisière ou dans un tout inclus, moi, c'est un choix personnel. Moi, j'essaie de voir là, les problématiques reliées à ça, puis je te comprends aussi. Mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui adorent aller sur des croisières puis qui en font leur seul et unique moyen de façon de voyager, de prendre leurs vacances. Donc, et puis c'est vrai que c'est une orgie de consommation. C'est vrai en termes de consommation d'essence. Hein, j'avais dit à votre recherchiste que ça peut être jusqu'à 20 litres aux 100 km un bateau de croisière là, par passager. Imagine quand tu fais 4000 km, là, comment ça dépense. Par passager?
Oui, par passager, 20 litres aux 100 km par passager. Là. Donc, ça tend à s'améliorer là, parce qu'il y a de l'efficacité énergétique, mais les bateaux grossissent. Donc, de ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Ouais. Mais donc, c'est très polluant. Et puis après ça, sur le bateau, c'est des casinos, les piscines, les go-karts. C'est sûr que tu consommes plus. 1000 personnes sur un bateau va consommer 2 ou 3 fois plus que 1000 personnes dans la ville, là, dans la quotidienneté. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Et puis, même s'il y a des actions qui sont faites pour rendre les bateaux plus efficaces au niveau énergétique, il y a plus de recyclage, le traitement des eaux usées. Donc, il y a de l'amélioration qui se fait, là. On le dénie pas. Mais sauf que les volumes de passagers sont de plus en plus grands. La consommation est de plus en plus importante. Donc, c'est un peu comme tout, hein. On a beau recycler à la maison, mais si on consomme 2 fois plus, ça donne pas grand-chose. Donc c'est de se questionner sur ce gigantisme-là, de dire est-ce que c'est la bonne façon de voyager pour moi qui a certains types de valeurs au niveau environnemental. Je veux contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, à moins polluer, etc. Est-ce que je m'en vais faire une vacance sur un bateau de croisière? Je pense que les gens peuvent facilement trouver des informations puis faire une tête là-dessus parce que c'est probablement une des moins bonnes façons de voyager au niveau écologique. La tendance, en conclusion, Luc Renaud, c'est quoi? Des plus gros bateaux, toujours plus gros, ou le statu quo, ou on rapetisse? Non, en fait, les grandes compagnies, là, ceux qui ont 85% du marché, hein, ils ont des filiales hein, qui ils ont des plus petits bateaux de 800 ou 1000 passagers. Donc, pour des gens comme toi qui veulent pas être sur un bateau de 4000 passagers, il y a des bateaux de 200, 300 passagers. Souvent, c'est les mêmes compagnies. Donc, mais la tendance est réellement au gigantisme. Donc là, on essaie d'atteindre le 10 000 passagers, là. Donc, avec des robots qui vous servent la bouffe, avec toutes sortes de technologies, parce que maintenant, le bateau est devenu la destination en soi. On visite des lieux, mais c'est le bateau aussi qui fait triper le monde. Et puis, on essaie de mettre ça bling-bling le plus possible. Donc, et puis les compagnies de croisière, les autres réinvestissent leurs profits dans les bateaux pour en avoir des plus gros et tout ça. Donc, on s'en va vers là, on s'en va vers plus de volume, vers des plus gros bateaux. Et puis, et la popularité, le marketing est fort. Il y a une clientèle pour ça. Il y a juste quand même 30 millions par année, puis il n'y a pas assez de bateaux présentement pour satisfaire à la demande. C'est fou. Donc, et là, on construit des plus gros bateaux, puis les vieux qui sont plus à jour, on les envoie à la casse en Inde, là, et puis voilà. Donc, non, on n'est pas en train comme le tourisme de façon générale, on n'est pas en train de s'en aller vers la tempérance, là. On s'en va vers... La pandémie nous aura rien montré, rien enseigné. Hein? Vous vous souvenez, hein, les Québécois qui étaient pris sur un bateau de croisière, puis finalement, c'est les compagnies de croisière qui les ont ramenés au Canada parce que le gouvernement canadien était incapable de les prendre en charge. Ça, c'était les premiers cas, là, il y a je sais pas, 5 ans, là. Oui. Puis la pandémie, tout le monde s'était dit, on va essayer de voyager autrement après la pandémie et tout ça. Mais finalement, non. On regarde là, les chiffres de 2025, là, c'est officiel cette année. Là, on va dépasser là, les chiffres de 2019. Là. Donc, on a repris là, le retard. Et puis, en 2026, ça va probablement battre 2025. Donc, on n'est pas du tout en train de ralentir la cadence en termes de tourisme, puis de mobilité, puis de pollution et ainsi de suite. Donc, c'est très attractif, hein, le tourisme. Les gens veulent voyager, ont des vacances, veulent se reposer, tout ça. C'est difficile de dire aux gens si on leur offre la possibilité de pas voyager. Donc, c'est un gros sujet de société là on pourrait en discuter longtemps, mais on n'est pas, comme j'ai dit tantôt, dans l'intempérance. Là, on est en croissance là, continuelle en termes de tourisme. Oui, tout à fait. Luc Renaud, prof associé au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM. Un gros merci, M. Renaud. Merci. Oui, bon été à vous. Au revoir.